Ok, il nous reste quelques minutes là. Bien. Comme je le disais, il y a eu deux tendances relativement à l'efficacité, à la problématique de l'efficacité du droit international. La première, c'est celle des négationnistes, c'est-à-dire ceux-là qui dénoncent l'inefficacité du droit international. Et la seconde, c'est celle de la thèse affirmative, ou bien les positivistes, c'est-à-dire ceux-là qui disent que le droit international, malgré tout ce qu'on peut dire, reste du droit. D'accord? Ça reste du droit. Parce que pour les négationnistes, ils estiment que ce n'est pas du droit international parce que ce n'est pas respecté, parce qu'il y a des violations tout le temps. D'accord? Et parce que ce n'est pas contraignant. D'après ce qu'ils disent, ils disent qu'il n'y a pas de sanction. Alors que pour les positivistes, c'est-à-dire ceux-là qui affirment la thèse de l'existence du droit et de la solidité du droit international, ils estiment que c'est du droit. C'est du droit véritable au sens de tous les autres droits qui existent. Parce que le droit international non seulement est reconnu par ses sujets, mais surtout parce que ces mêmes sujets font très souvent recours à l'application du droit international devant les organes compétents. D'accord? Et ils partent même plus loin en disant que l'inobservation même du droit, c'est-à-dire parlant du fondement même du droit international, de l'obligatorité du droit international, ils disent ce qui fonde la juridicité du droit international, c'est le sentiment de l'obligation. D'accord? C'est le sentiment de l'obligation, le sentiment d'être en présence d'une règle de droit qui doit être respectée et non la sanction. Et que ce n'est pas parce que le droit n'est même pas respecté que ça dénature la règle juridique. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il y a une inobservation de la règle de droit qu'on pourrait conclure à l'inexistence de la dite règle. Bien au contraire, c'est même l'inobservation de la règle de droit qui permet d'affiner de l'existence d'une règle de droit. Et ils vont même prendre un exemple avec le droit national qui est très vanté par les négationnistes. D'accord? Parce que pour les négationnistes, le véritable droit, c'est le droit national. Parce que pour eux, le droit national, il y a la contrainte, il y a la sanction. Et il y a des autorités pour veiller à ce que ces sanctions-là soient appliquées. Mais ils vous disent que ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il y a la sanction que c'est le droit. Ce qui fait le droit, c'est la juridicité. C'est le sentiment d'être en présence d'une règle de droit. D'accord? Et l'inobservation même de cette règle-là, ça ne conduit qu'à constater l'existence de la dite règle juridique. Parce que si la dite règle n'existait pas, on ne pourrait parler d'inobservation. On ne saurait parler de violation. On ne peut violer que ce qui existe. C'est extrêmement important de parler de cette problématique de l'efficacité lorsqu'on parle de gouvernance. Parce que souvenez-vous que dans la gouvernance, on veut que la gouvernance se fasse telle que les règles ont été établies. Donc la gouvernance, telle qu'elle se pratique, doit être conforme aux règles de droit international. Et c'est tout le sens du droit international de la gouvernance. D'accord? Le droit international de la gouvernance vient mobiliser les règles juridiques au service de la gouvernance internationale. Ça vient mobiliser les règles juridiques internationales au service de la gouvernance internationale. C'est pour dire que la gouvernance doit être pratiquée en toute conformité aux règles de droit international. D'accord?
Donc là, c'est pour le cadre international de la gouvernance qui constitue la première partie de notre cours. Il a fallu que, de manière rapide comme ça, que nous puissions aborder cette partie-là, parce que je me suis dit, lorsque je préparais ce cours, qu'il fallait à tout prix parler de cette partie du cadre, le cadre international de la gouvernance, pour parler des normes et des acteurs, d'accord? Et surtout pour parler de l'efficacité de cette problématique. Parce que pour parler de la gouvernance, c'est-à-dire de la régulation ou bien de la gestion des affaires collectives, là, il faut à tout prix se rassurer de ce que vous savez au moins quelles sont les règles à observer et quels sont les acteurs impliqués dans la gouvernance internationale. Parce que par la suite, la deuxième partie que nous allons aborder certainement demain, qui porte sur la mise en œuvre je pense qui porte sur l'articulation de la gouvernance. Qui porte sur l'articulation de la gouvernance internationale. Lorsqu'on abordera cette partie-là, demain, vous verrez que à chaque fois, ce sont les mêmes acteurs, ce sont les mêmes règles-là qui seront évoquées, qui seront rappelées pour conclure soit à l'observation ou à l'inobservation de la règle de droit international. Et quand je parle d'articulation, c'est-à-dire de voir les différents domaines de la gouvernance internationale. On parlera de la gouvernance sur le plan politique, la gouvernance sur le plan économique et la gouvernance dans le domaine de la réparation. J'ai préféré parler de la réparation internationale pour évoquer le droit de la responsabilité que de parler de la gouvernance judiciaire. Je n'ai pas voulu parler de la gouvernance judiciaire, mais j'ai préféré parler de la réparation parce que c'est la réparation, c'est le principe de la responsabilité qui est un principe général en droit international. Pour ce qui est de la justice, c'est vrai que ça rentre dans le champ de la justice, mais cette justice, elle est assez éparse. D'accord, donc je n'ai pas voulu rentrer dans ce champ-là parce que ça nous aurait amené dans des chantiers philosophiques qui auraient certainement été très... Ça aurait pu nous éloigner de l'objectif, d'accord? Parce que la logique du cours, c'est de vous dire, voici ce qui a été prévu pour gérer les affaires, voici comment est-ce que cela se passe sur le terrain, d'accord? Et lorsque les règles n'ont pas été observées, voici ce à quoi on s'en tient. Voici le risque couru par les gens qui ont le pouvoir de décision. Donc, dans l'articulation de la gouvernance, c'est de voir les différents champs, les différents chantiers, les différents domaines dans lesquels la gouvernance a un impact considérable. On parle par exemple du chantier politique, on parle du chantier économique. Le chantier politique, pourquoi? Parce que le Conseil des Nations aspire, le Conseil des Nations aspire à la paix et à la sécurité internationale. Pour résumer ça, d'accord? Mais à l'intérieur, on verra comment est-ce que le droit international nous conduit à la paix et à la sécurité internationale. Quand on dit comment est-ce que le droit international nous conduit à la paix et à la sécurité internationale, autrement dit, comment est-ce que cette gouvernance-là, sur le plan politique, s'articule? D'accord? Comment est-ce qu'elle se présente? Comment est-ce qu'elle se dévoile? Sur le plan politique, c'est à travers des actions de paix et de sécurité. Et on verra ensemble les différents champs ou bien les mécanismes par lesquels on parvient à instaurer la paix et la sécurité.
même si on peut toujours s'offusquer de l'état, hein, de la situation au regard de l'actualité internationale. Ensuite, on parlera également de l'économie. Là, c'est la deuxième partie. Il s'agit même, cette partie-ci, c'est le cœur même de la gouvernance internationale. D'accord? C'est le cœur de la gouvernance internationale. Donc, on verra après l'articulation sur le plan économique, on parlera également de la responsabilité internationale dans le cadre de la gouvernance. Par rapport à ce qu'on a dit précédemment là, est-ce qu'il y a eu des questions? Peut-être vous avez eu des zones d'incompréhension. Oui. La responsabilité, comment je voulais dire, on ne va pas parler de justice, mais de la réparation. Je vois qu'en parlant de la réparation, simplement, est-ce que le sens global des préjudices ou bien des dommages que l'État ou bien une organisation peut causer pour ce cas-là, puisque la responsabilité, il y a toujours l'obligation de réparer, une obligation de cessation, donc l'action de l'action. Est-ce que le sens réparation et le thème réparation peut ressortir pour ces aspects? Oui, naturellement, oui. On ne parlera pas de justice parce que la justice sera essentiellement évoquée dans le cadre de la paix. La paix et la sécurité, c'est généralement dans ce cadre-là qu'on évoque la justice. Lorsque les règles n'ont pas été respectées, comment est-ce qu'on peut obtenir de la justice? Et la justice sera essentiellement évoquée dans un sens organique, d'accord? Pas dans le sens philosophique. Dans le sens organique et non philosophique, d'accord? Organique pour évoquer l'appareil judiciaire instauré dans la société internationale pour rendre justice, d'accord? Oui, donc on parlera de la justice, mais sinon, la réparation, c'est surtout pour parler du principe de la responsabilité internationale qu'on évoquera la réparation. Et ici, ce sera un peu particulier parce qu'on parlera du cas de chaque acteur international, du cas de l'État, du cas des individus surtout aussi. Oui, parce que c'est extrêmement important de parler de la responsabilité pour l'État et puis pour les individus. Parce que les individus, par exemple, les individus spéciaux, comme les chefs d'État, les présidents et tout ça, ce sont les gens qui sont les mieux exposés à une sorte de responsabilité sur le plan international. Parce qu'ils sont appelés à gérer des affaires collectives et à gérer des communautés. Oui. Je voudrais savoir à quoi sert une loi si elle n'est pas respectée. Parce que l'existence d'une loi ne veut pas forcément dire que n'est pas vraiment idéal si elle n'est pas respectée. Donc, moi, je voudrais... À quoi sert une loi si elle n'est pas respectée? C'est ça la question. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux vous poser une autre question à vous. Elle demande à quoi est-ce que ça sert une loi qui n'est pas du tout respectée. La question qu'elle veut poser, c'est quoi la finalité de la loi? Une loi est établie
pour faciliter la vie en société. Et pour que cet objectif soit atteint, il faudrait que la dite loi soit adaptée aux besoins réels de la société. D'accord? Ça veut dire qu'une loi qui n'est pas adaptée aux besoins réels de la société, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas respectée. Et une loi qui n'est pas respectée, à quoi ça sert? On doit la modifier, on doit l'adapter. D'accord? Bon. De manière simple, donc, une loi qui n'est pas respectée, c'est une loi qui n'est pas respectée, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord? Ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça ne remet pas en question la nature même de la loi. Et maintenant, si on veut prendre le cas dans la société internationale, dans la société locale, dans la société nationale déjà, lorsque la loi est adoptée, si elle n'est pas respectée, on va sanctionner, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la société. Pourquoi? Parce qu'il y a une hiérarchisation du pouvoir. D'accord? Dans le système juridique national tient son existence à l'ordre établi, ou bien tient son efficacité à l'ordre établi. C'est-à-dire la capacité du système à pouvoir, de manière automatiquement, faire appliquer les sanctions. Bon, maintenant dans la société internationale, une loi qui n'est pas respectée, c'est une loi qui va simplement être adaptée. Aussi simple que ça. Mais contrairement à ce que vous dites, je ne sais pas à quoi vous avez fait allusion en posant la question, j'espère que vous n'avez pas fait allusion au droit international. Parce que le droit international, vous ne pouvez pas dire que le droit international n'est pas respecté. Parce que, quand nous prenons l'exemple du président américain qui va enlever le président vénézuélien, est-ce que là maintenant, nous n'avons pas remarqué quand même une sanction par rapport à son acte? Alors que le droit international dit que chaque État est souverain et que un État ne devrait pas s'ingérer dans les affaires de notre État. Donc là maintenant, on voit de la non-ingérence par rapport à l'acte que le président américain a posé. Vous avez compris la question, non? Elle met en cause le fait DIP, au fait, qui donne les normes à... Bon, moi dans le droit national, au Cameroun par exemple, je vais prendre le cas du Cameroun, on interdit le vol. On interdit de soustraire frauduleusement le bien d'autrui. Juridiquement, c'est comme ça qu'on définit le vol. N'est-ce pas? Le droit national interdit aussi de détourner de l'argent. On interdit également de tuer. N'est-ce pas? Mais est-ce que ces infractions ne sont pas vécues au quotidien, malgré l'existence de la loi? Avec que la loi n'est pas respectée. Malgré le fait que le juge condamne certains, on vole toujours. C'est vrai que la loi n'est pas respectée. C'est pour ça que les positivistes là disent que c'est pas parce qu'on a violé que ça veut dire que la loi n'existe pas, ou alors qu'on ne respecte pas. Au contraire, la violation de la loi prouve juste que la loi existait, parce qu'elle met en œuvre les lois procédurales. Dans le cas de la société internationale, par exemple, lorsqu'on a violé le droit international, d'accord, lorsqu'on a violé le droit international, ça vient déclencher plutôt les actions en responsabilité. Bon, sauf que la société internationale est une société qui a ses particularités. Parce que contrairement à la société nationale, où tout règne sur la base de l'ordre établi,
du fait de la hiérarchisation du pouvoir, parce qu'il y a une autorité suprême. Dans la société internationale, il n'y a pas d'autorité suprême. C'est pour ça que tout est volontaire. La preuve en est quoi? Est-ce qu'on est... Dans le cas de l'affaire qui a opposé, par exemple, le Cameroun à la République du Nigeria, c'est grâce au droit international qu'on a tranché ce litige, non? Grâce à l'affaire qui a opposé la République démocratique du Congo, mon pays de la rumba, hein? Au Rwanda, non, même pas au Rwanda, à la Belgique. Est-ce que c'est pas grâce au droit international qu'on a réglé cette affaire? Hein? Grâce à l'affaire des activités militaires et paramilitaires des États-Unis à Téhéran. Téhéran, c'est la capitale de l'Iran. Vous savez, vous ne connaissez pas cette affaire, mais cette affaire, c'est grâce au droit international qu'on a tranché ces litiges qui opposaient un petit pays à un grand pays, comme mon ami là les a qualifiés. Hein? Oui, mission diplomatique et consulaire, voilà, c'est ça. C'est pas des activités, c'est les activités militaires, paramilitaires, c'est plutôt le Nicaragua. Vous voyez que si vous prenez l'exemple du président des États-Unis au président du Venezuela, ça veut simplement dire que, d'après les experts, si on conclut à la violation du droit international, ça appelle seulement à la mise en œuvre du droit de la responsabilité internationale. Donc, ce n'est pas parce que le droit a été violé que ça veut dire que le droit n'est pas respecté. Non, ça appelle juste à l'application du droit en vigueur. Même ici, dans le droit national, quand il y a vol, quand il y a tout ça, ça ne veut pas dire que le droit n'est pas respecté. Ça appelle simplement à la mise en œuvre de la responsabilité. Mais contrairement au droit national où il y a des autorités, dans le droit international, c'est le Conseil des Nations, donc c'est le volontarisme. Pour qu'on sanctionne un État, l'État doit accepter, reconnaître son tort. C'est pour ça que même dans la réparation, il y a la reconnaissance, il y a la demande des excuses, et il y a la promesse de non-répétition, qui sont des mécanismes de réparation non matériels. Ouais. Oui. Et même quand le tort est évident et que l'État refuse tout de le reconnaître, on n'a pas le droit de sanctionner. Aucun tort n'est évident. Il n'y a rien d'évident. On me dit, ça c'est mon mari, le Cameroun, ce tort-là n'est pas évident. Il n'y a rien d'évident. Moi, je préfère être clair avec vous. Rien n'est évident. Pourquoi rien n'est évident? Parce que je vais vous prendre même un cas en droit national. Parce que les questions que vous posez là sont des questions qui sont inspirées de la comparaison entre le droit national et le droit international. Vous ne l'avez pas dit, mais je le sais. Hein? Prenons un cas. Ici. Oui, juste là. Ça, c'est pour aujourd'hui. Pour hier, c'est où? C'est où dans le cahier? Ok. Je disais dans le cas du droit national, lorsque votre patron, vous travaillez dans une entreprise et on dit que vous avez volé, on vous voit même en train de prendre et on dit que c'est le vol, n'est-ce pas? Il y a les caméras qui vous ont filmé. Vous allez dire que c'est évident, n'est-ce pas? Que du coup, on peut vous licencier pour cela. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas à vous de décider. D'accord? C'est le juge qui déclare et qui doit vous condamner pour vol. Et sur la base de quoi? Hein? Il doit expert. Il faut une expertise. Il faut des enquêtes. Il faut une instru. Vous connaissez la procédure pénale.
Il faut une instruction. Il faut qu'on vérifie même la qualité de la vidéo. Il faut qu'on voit ici ce que le patron dit. Parce que ce que le patron va dire et l'employé va dire autre chose. Hein? Ouais. Maintenant, celui qui a volé, celui qui a volé, et on est dans les preuves, on a vu de lui. Il a lui-même dit avoir volé, mais il n'acceptait pas les fixations. Alors, il a sur le cas de l'État maintenant. Bah, il peut dire qu'il a volé, mais qu'il n'a pas volé, c'est que vous dites qu'il a volé là, qu'il a volé autre chose. Bon, de toutes les façons, il n'y a rien d'évident. Hein? Il n'y a rien d'évident. C'est pour ça qu'en droit international, on aurait pu dire, par exemple, en droit international, vous savez, c'est vrai qu'on va en arriver. Hein? Vous savez qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a eu des procès, n'est-ce pas? Même à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des procès. Mais on aurait pu dire qu'on n'a même pas besoin de les juger. Que c'est évident. N'est-ce pas? On aurait pu conclure à l'évidence. Mais on a quand même fait un procès qui a duré pendant longtemps. N'est-ce pas? C'est pour vous dire qu'il n'y a rien d'évident. C'est évident, c'est évident le plus souvent pour celui qui accuse, mais rarement pour la victime. Vous dites que c'est évident, vous n'êtes pas encore la victime, vous n'êtes pas encore la personne qu'on poursuit. Le jour qu'on va vous poursuivre au tribunal, c'est là que vous allez comprendre que rien n'est évident. Mais l'accusateur lui dira que c'est évident. Il ne va pas comprendre pourquoi le juge ne fait que renvoyer, Parce que c'est lui. Hein? Donc, tant que ça ne nous arrive pas, ne dites pas que c'est évident. Donc, le droit demeure du droit, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait été violé ou qu'il n'ait pas... La société internationale, c'est comme ça. Ah, il est là. C'est vrai qu'on allait rapidement, hein, parce qu'il fallait rapidement finir ça. Demain, là, on va aller un peu plus progressivement. Non, ouais. J'ai discuté avec un ami qui est même enseignant à l'université de Garoua. Il lui disait que, mais, mon cher, il voulait tenir ce genre de propos, en fait. En disant que le droit international n'est pas respecté.